aussi, c'est les notifications là, qu'on reçoit quand on donne un cours en ligne. Là. Ah oui, Ça si on apparaît à ferme pas. l'écran. Non, 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 c'est parfait. Comme ça. On essaie de correct comme Oui, ça. c'est Ça va merveilleux. m'aider un peu. Oui, oui, oui. Merci. Comme tu veux. C'est toi qui contrôle. Bonjour tout le monde. On va commencer tranquillement. Il reste quelques personnes à arriver, mais compte tenu que c'est sur l'heure du lunch, puis que j'imagine que vous êtes tous un peu serrés dans le temps, donc on va laisser entrer les personnes qui restent subtilement pendant le débat. Mais j'aimerais quand même commencer dès maintenant parce que j'ai l'impression que vous allez avoir aussi, je veux qu'on ait quand même du temps pour que vous puissiez poser des questions puis interagir à la suite des présentations, des commentaires des conférenciers. Alors, je me présente, Caroline Gagnon, je suis secrétaire au SPUL et aussi professeure titulaire à l'École de design. Aujourd'hui, en fait, on amorce un cycle de midi-conférence, de midi-débat que le SPUL a voulu initier, notamment pour célébrer les 50e anniversaire du SPUL, mais aussi pour initier des dialogues avec la communauté professorale sur les différents sujets qui animent en fait le travail des professeurs. Donc, c'est le premier qu'on a voulu faire. C'est un sujet éminemment important et éminemment qui va en fait nous animer beaucoup dans les prochaines années, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et notamment comment l'intelligence artificielle va affecter notre travail de professeur. Évidemment, on aurait pu aborder l'intelligence artificielle sous l'angle de la recherche, du travail administratif, mais on a décidé de commencer par l'enseignement. Donc, essentiellement, on va donc aborder les enjeux qui concernent notre travail d'enseignant et de l'introduction de l'intelligence artificielle, que ne serait-ce que, par exemple, les problématiques d'adaptation des contenus pédagogiques de nos cours, l'évaluation des apprentissages, le développement de la pensée critique et plus largement, qu'est-ce que ça pose comme enjeu ou changement ou transformation de la tâche professorale. Les objectifs du débat vont donc d'explorer les impacts de l'intelligence artificielle sur l'enseignement et l'apprentissage, de discuter des avantages et des risques liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le quotidien des professeurs
et de mettre en lumière les préoccupations concernant les transformations, donc du travail professoral. Avant de donner la parole aux conférenciers, je vais rappeler aussi que la réception des questions en ligne ne sera pas possible. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent via Zoom, nous ne recevrons pas pour des questions logistiques et de temps aussi. Là, donc, on ne recevra pas de questions en ligne, mais on va avoir environ 20 à 30 minutes de questions, de discussion avec le public. J'aimerais introduire donc les deux professeurs ici qui se prêtent au jeu de certaines questions que je leur ai proposées, là, donc un certain canevas de discussion autour des enjeux de l'enseignement universitaire et de l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous présenter Luc Bégin, qui est président de la Commission de l'éthique en sciences et technologies, et professeur associé à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Il a d'ailleurs, en fait, pourquoi on l'a invité, c'est parce qu'il a participé aux travaux du rapport conjoint du Conseil supérieur de l'éducation et de la Commission d'éthique en sciences et technologies, un rapport qui s'intitule « Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur, enjeux pédagogiques et éthiques » et qui a été déposé donc par le gouvernement du Québec en 2024. Ensuite, Andréane Fortin, qui est professeure assistante au département d'information et de communication de l'Université Laval. Elle s'intéresse plus particulièrement aux enjeux de la rédaction professionnelle et elle amorce actuellement une réflexion sur les opportunités de l'intelligence artificielle générative qui offre aux rédacteurs et rédactrices. J'espère que je vous ai bien présenté. Oui, oui, ça va. Donc, je vais commencer tout de suite la discussion autour d'une grande question, en fait. Comment déjà l'intelligence artificielle transforme-t-il l'enseignement? Comment déjà on en subit, ou en fait on voit qu'il y a des transformations depuis l'introduction de ChatGPT en 2023, là, si je ne me trompe pas. Donc, il y a quand même, on en subit déjà des conséquences ou des transformations. Donc, je vais passer la parole à Andréane, puis ensuite à Luc pour aborder cette épineuse question. Ça me convient. Est-ce que vous m'entendez? Ça va le micro? Merci. Faites-moi signe s'il y a un problème. Donc, bien évidemment, moi, comme rédactrice professionnelle, l'IA générative, elle vient bouleverser d'une façon assez directe mon domaine, mon expertise. L'IA générative, je la vois principalement comme un outil qui a des limites importantes, ça, on va y revenir certainement, mais qui peut aussi nous aider au quotidien dans nos tâches de nature rédactionnelle, dans nos tâches en enseignement aussi, puis évidemment en recherche. Essentiellement, l'IA générative, ce qu'il faut savoir, pour ceux peut-être qui connaissent moins le sujet ici, quoique moi je ne suis pas une experte dans le domaine non plus, là, je ne suis pas formée en traitement automatique du langage ou en intelligence artificielle, c'est important de le dire. Donc, essentiellement, l'IA générative, ce qu'elle permet, c'est de renouveler nos façons d'accéder d'abord à l'information. On peut, par exemple, rechercher dans des corpus documentaires non structurés en langage naturel. On peut les interroger, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Puis, deuxièmement, l'IA générative, elle modifie nos façons de transformer l'information. En fait, elle facilite cette transformation, cette manipulation-là de l'information. Un même message peut prendre désormais différentes formes. On peut l'étirer, le synthétiser, changer la voix, le ton, le style, le format de présentation, présenter les données dans un tableau, dans un texte suivi avec des listes à puces. Bon. Aussi adapter les messages en fonction du niveau d'expertise de nos destinataires. Donc, évidemment, tout ça, ça a toutes sortes d'implications en enseignement. Concrètement, dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils? Moi, ce que je fais principalement, c'est surtout de l'idéation. Donc, de l'idéation sur des sujets liés à ma matière, des idées d'activités pédagogiques aussi, ou encore de l'idéation par rapport à la structuration de mes contenus. Comment est-ce qu'elle peut changer? On peut aussi automatiser certaines tâches qui prennent un petit peu plus de temps, comme par exemple générer automatiquement des banques de questions
pour les examens, à condition, bien entendu, de les vérifier, de s'assurer qu'elles soient de qualité. On peut aussi faire toutes sortes d'activités pédagogiques qui s'appuient sur l'IA générative comme outil principal. Par exemple, j'avais collaboré brièvement avec la faculté de médecine, puis j'avais vu qu'ils étaient très intéressés par les potentialités pour les jeux de rôle. Donc, les simulations de communication patient-médecin, par exemple. Présentement, bon, ben, c'est avec des acteurs qui font ça, les étudiants, mais il y a possibilité d'utiliser l'IA générative pour faire ça. L'IA générative, elle peut nous accompagner aussi dans les tâches, administratives, bon, tout ce qui est rédaction de rapports, de courriels, de lettres de recommandation, ça prend souvent du temps, des comptes rendus, bref, ça peut être une aide rédactionnelle intéressante à condition que le processus soit hybride puis itératif, puis qu'on garde toujours un œil sur la qualité des contenus générés. Puis, évidemment, bien, il y a toutes sortes de tâches aussi en recherche qu'on peut faire en utilisant l'IA générative, bon, des transcriptions d'entrevues, des synthèses, des rédactions de devis, revues de la littérature et autres. Vous les connaissez sans doute. Donc, moi, mon point de vue est assez pragmatique. Je termine là-dessus. Je considère que l'IA générative, elle est là pour rester. On va devoir apprendre à maîtriser ces outils-là. Nos étudiants aussi auront à utiliser l'IA générative dans leur vie professionnelle. Donc, c'est un peu notre devoir de les accompagner dans cette transition-là pour les aider là, à utiliser l'IA d'une façon critique, responsable, intelligente. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même toutes sortes d'applications bénéfiques là, qui peuvent nous aider au quotidien dans la tâche enseignante avec l'IA. Merci, Andréane. Merci. Monsieur Bégin. Merci bien. Oui, ça va aller pour le son? Oui, la voix est correcte. Très bien. Juste avant de m'expliquer aussi, de répondre à cette question rapidement. Et vous aurez compris, hein, on nous a demandé de répondre succinctement. Hein, on dispose quand même de peu de temps pour chacune des questions, donc l'idée étant que vous puissiez intervenir par la suite. Je rappelle simplement, bon, le rapport qui a été produit conjointement par le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Ce rapport-là est un rapport qui fait suite à des consultations quand même assez importantes qui ont eu lieu sur une période d'une année, des milieux qui étaient concernés. Et le travail a été aussi chapeauté par un comité de travail, un comité d'experts provenant de différents milieux, différents domaines, dont des gens qui travaillent au développement de ces outils d'intelligence artificielle, pour mieux comprendre ce qu'il en est et mieux identifier les enjeux, les défis que ça représente pour l'enseignement supérieur. Et nous, ce qui nous importait, c'était à la fois donc le milieu des collèges, les cégeps et les milieux universitaires. Et il faut bien comprendre aussi dans ce contexte, puis je termine sur ce point rapidement là, de présentation préalable, le travail que nous faisons est un travail essentiellement qui vise à conseiller les décideurs publics. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on a travaillé, si bien qu'on a développé, puis vous pourrez avoir accès, vous avez accès hein, aux documents, aux rapports sur le site de la Commission, comme aussi à l'ensemble des recommandations dans un document plus succinct, un sommaire. On a acheminé 20 recommandations aux décideurs publics. Évidemment, je ne vous les présenterai pas ici, mais je vous invite à aller voir, dans une perspective justement de mieux outiller et de mieux encadrer et de mieux aider et soutenir, puis j'y reviendrai plus loin, les personnes qui ont à travailler justement dans ce contexte qui est nouveau. Ce qui m'amène à en quoi ces outils d'intelligence artificielle transforment déjà l'enseignement universitaire. Je vais prendre une perspective un peu différente de celle d'Andréane. Il y a des types d'enseignement universitaire. Et ça, déjà, ça fait partie du problème. Hein? L'enseignement universitaire, ce n'est pas une chose uniforme, unique. Et selon les disciplines, selon les objectifs et les compétences qu'on vise, ben, il peut y avoir des intérêts plus ou moins grands ou des réticences plus ou moins grandes, justement, par rapport à ce type d'outils. Ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, si bien que ce que ça a comme impact, c'est que de penser des mesures qui seraient très finement détaillées et devant s'appliquer à l'ensemble de la communauté universitaire, c'est très difficile. C'est très difficile.
Ce qu'on peut faire, c'est oui, dégager des balises, des principes généraux et voir ensuite comment on peut soutenir différents besoins en fonction des disciplines, mais encore une fois, aller dans le détail et vouloir généraliser ça serait très difficile. Et on a vu, et Andréane en a donné de bons exemples, des utilisations positives qui peuvent en être faites de l'IA générative, c'est très clair. Mais moi, ce que je voudrais mettre en évidence aussi, c'est que là où ça transforme déjà l'enseignement universitaire, c'est que, bon, à mon avis, puis c'est ce qu'on a vu aussi avec les sondages et qu'on a fait dans le cadre de notre travail à la commission, c'est qu'il y a plusieurs facultés, il y a plusieurs départements, il y a beaucoup d'intervenants pour qui, dans le fond, ce qui se passe, c'est une transformation du climat de l'enseignement universitaire. Et ça, c'est quand même pas banal, au sens où, sans vouloir exagérer le trait, ça a participé à la création, pour certains, d'un climat de suspicion par rapport aux possibles fraudes pouvant être entraînées par, justement, l'usage de des IA génératives. Et donc, toute la question de l'intégrité académique a été placée très rapidement au cœur des préoccupations de beaucoup d'intervenants. Ça crée aussi, en quoi ça transforme l'enseignement universitaire? Bien, ça crée aussi une forme d'incertitude, d'instabilité par rapport aux modalités d'évaluation. Si on est ici aujourd'hui, ce n'est pas par pur souci d'un intérêt général comme ça pour une question hors de nos vies et de ce qui nous... de ce qui constitue notre activité au quotidien. C'est parce qu'il y a vraiment des préoccupations à cet effet. Il y a de l'incertitude, de l'instabilité, et ça crée aussi des craintes, notamment une crainte d'alourdissement éventuel de la tâche que ça peut représenter pour les enseignants et les enseignantes, à l'effet notamment de vérification additionnelle, comment on peut contrer les impacts négatifs de l'IA, comment on peut s'assurer d'un contrôle adéquat des apprentissages et du développement des compétences des étudiants. Donc, tout ça, il y a un élément de climat, là, je pense, qui, sans vouloir exagérer, qui a quand même été amené par ces nouveaux développements technologiques. Et ce qui est clair pour moi, puis je rejoins tout à fait Andréane là-dessus, c'est là pour rester. C'est-à-dire, l'IA générative ne disparaîtra pas, au contraire. Et tout nous indique à l'heure actuelle que l'utilisation qui en est faite par les étudiants et les étudiantes va en augmentant. Ce n'est pas nécessairement pour du plagiat, ceci dit, mais c'est un usage qui va en augmentant. Et ça, je pense qu'il faut en prendre acte et bien réaliser qu'on est présentement dans une période d'expérimentation, inévitablement. On est en expérimentation et que cette expérimentation va continuer encore pendant certainement quelques années. Bon, je pourrais peut-être revenir, j'imagine, j'ai déjà épuisé mon temps pour cette question-là. OK, donc on viendra un peu sur aussi qu'est-ce qu'on propose ou dans quelle direction nous, on pense qu'il est souhaitable d'aller. Il faut aussi, je pense, relativiser. Bon, moi, ma discipline d'ancrage, c'est l'histoire. Avant d'aller en rédaction, j'étais historienne. J'enseignais l'histoire au niveau collégial. Bon, on n'en est pas à notre première révolution en matière d'accès à l'information et d'utilisation de l'information. Avant l'IA générative, il y a eu Internet. Bon, on essaie de s'habituer au numérique depuis 30 ans. C'est fatigant, on doit tout recommencer avec l'IA générative, mais on n'a pas vraiment le choix. Avant ça, il y a eu Gutenberg, avant ça, il y a eu l'invention de l'écriture, puis à toutes les fois que ça s'est produit, ces changements-là, ces mutations-là, bien, la technologie est devenue en quelque sorte invisible. Je pense qu'il va se produire la même chose avec l'IA générative. Au fil de la normalisation de cette technologie-là dans nos environnements, au fur et à mesure que les gens vont l'utiliser de 1000 façons différentes, la technologie, elle va s'invisibiliser. Ça va changer aussi nos définitions, je crois, de c'est quoi l'intégrité académique, c'est quoi le plagiat. Puis je pense que c'est important d'enclencher le dialogue, puis c'est important surtout que tout le monde, on commence à parler un langage commun, puis qu'on comprenne comment, sur le plan technologique, ces outils-là fonctionnent, puis comment est-ce qu'on peut les mobiliser, puis quelles sont surtout leurs limites. Mais ça, évidemment, là, ce ne sera pas évident. Puis ça va demander du temps et de l'effort.
Juste en passant, déjà quelques siècles avant Jésus-Christ, Platon faisait dire à Socrate dans le Phèdre une interrogation qu'il avait quant aux effets de l'écriture sur la mémoire et le maintien et le développement de la mémoire des personnes. Donc, chaque technologie, puis c'est pas simplement là, pour dire ben, on ne doit pas s'en préoccuper, mais chaque nouvelle technologie entraîne son lot de questions par rapport à ce que nous faisons et par rapport à nos habitudes. Ça, Et les compétences qui sont Tout à fait. importantes à maîtriser comme humain. J'aimerais ça vous relancer parce que c'est particulièrement intéressant, la question d'exploration qui vient avec le fait qu'on est dans une période où effectivement personne ne maîtrise totalement les nouveaux outils. À tout le moins, il y en a très peu qui sont en mesure de les maîtriser adéquatement. Dans cette phase-là d'exploration, comment on envisage d'une certaine manière les transformations en termes de transmission du savoir, de construction du savoir, qui est aussi le rôle des professeurs, mais plus spécifiquement, quels seraient les effets anticipés à la fois sur l'apprentissage? On l'a vu, en fait, hein, les questionnements sur la mémoire, mais en fait, nous, ça pose des questions sur comment on apprend, comment on fait apprendre, sur la manière aussi, plus largement, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les documents qui sont mis à la disposition des décideurs, c'est le développement de la pensée critique. On met presque dans tous les rapports, que ce soit Prêt pour l'IA, le rapport du Conseil sur l'éthique en sciences et technologies, à chaque fois, on met en avant-plan l'importance du développement de la pensée critique. Comme professeur, en fait, comment cet outil-là, qui est assez puissant, avec aussi ses écueils, parce qu'on l'a vu en termes de plagiat et même de redéfinition de la connaissance potentiellement aussi, ou de la construction du savoir, comment développer la pensée critique chez nos étudiants, comment développer du matériel pédagogique, des stratégies pédagogiques pour favoriser cette pensée critique-là. Donc, je vous réinterpelle autrement là, sur la question de l'enseignement. Je peux commencer? OK. Je pense qu'il va y avoir une décharge cognitive qui est inévitable. Il y a certaines compétences chez nos étudiants puis chez nous là, qui vont être transférées vers l'IA. Ça, c'est immanquable. Nous, notre rôle d'enseignant, je pense, c'est de réfléchir à quelles compétences on souhaite développer, on souhaite préserver de façon humaine chez nos étudiants, puis quelles compétences, puis là j'entends par là, vous le savez, là, des savoirs, savoir-faire, savoir-être, connaissances déclaratives, connaissances procédurales, lesquelles est-ce qu'on est prêt à donner à l'IA. Donc là, il faut faire un mapping de tout ce qu'on doit transmettre à nos étudiants. C'est lourd, c'est pas évident, mais c'est quand même amusant à mes yeux parce que ça nous pousse à revenir au fondement de nos disciplines. Qu'est-ce que je veux vraiment inculquer chez mes étudiants? C'est quoi mes objectifs pédagogiques? Bon, là, j'ai repris récemment la taxonomie de Bloom, je l'ai regardée, puis j'étais un peu découragée. Je me rends compte que pratiquement chaque étage va être changé dans ses contenus, dans mes cours du moins de rédaction. Mais bon, moi, je préfère donner de l'énergie à modifier, à réfléchir à mes objectifs pédagogiques, donc vraiment mettre l'énergie là-dessus plutôt que de jouer à la police de l'IA dans mes cours, puis d'essayer de voir, bon, est-ce que tu as utilisé l'IA, est-ce que c'est du plagiat, puis d'y aller à la pièce, là, ce qui est complètement fou dans mon domaine, la rédaction. Donc, à quelque part, je prône un usage assez décomplexé de l'IA générative, en ce sens que les étudiants vont l'utiliser, moi-même, je vais l'utiliser. Évidemment, il y a des risques, puis il faut y aller avec prudence tout de même, mais je ne peux pas l'interdire chez mes étudiants, je ne peux plus. Mon seul pouvoir comme enseignante, comme pédagogue, c'est le pouvoir en fait que j'ai sur le design pédagogique, sur comment je construis mes évaluations, comment je fais en sorte qu'il y a un certain bagage de connaissances et de compétences qui demeurent la chasse gardée des humains, puis que tout se fasse correctement sans qu'il y ait de perte justement par rapport à l'esprit critique de mes étudiants, par rapport à les connaissances plus fondamentales là, qu'ils doivent maîtriser.
ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Puis surtout, on n'aura pas le choix d'y aller à la pièce parce que tout ce qu'on enseigne ici, tout ce qu'on transmet comme compétences, comme connaissances, bon, c'est différent. Donc, ouais, je pense que c'est une invitation à retourner au fondement. Puis, ce ne sera pas facile. On est dans une période de transition, comme vous le dites. Là, c'est pas évident. Si on avait une réponse claire et catégorique à la question posée, particulièrement concernant la pensée critique, j'aurais été tellement heureux de la partager avec vous. J'aurais adoré, mais le problème, c'est que non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas encore de réponse très claire. Il y a des raisons à ça, notamment, je pense qu'il faut bien s'en rendre compte, quand on parle de période d'expérimentation et de transition, c'est réel. Il faut vraiment qu'on se fasse à cette idée qu'on sera dans une période de transition qui peut durer quelques années et qui affecte les stratégies pédagogiques, forcément. On manque d'études, de données fiables. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent à l'heure actuelle, mais on n'a pas encore le recul suffisant. C'est ce qu'on a constaté et qu'on continue de constater. On n'a pas encore le recul suffisant pour être en mesure de bien évaluer les effets sur l'apprentissage et notamment le développement de la pensée critique, des différents usages pouvant être faits des outils d'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas seulement un usage, hein, on comprend bien. Si l'étudiant, la personne étudiante utilise l'IA générative pour corriger des fautes, pour reformuler quelques énoncés, c'est une chose. Si elle l'utilise pour produire des résumés ou pour carrément produire du texte, à remettre pour évaluation. Bon, on comprendra que c'est autre chose, mais il y a une gradation dans les usages qui peuvent en être faits. Bon, et là, je parle des disciplines où étant philosophe de formation, c'est ce que je connais le plus, les disciplines d'écriture, vous savez, où il faut produire de la réflexion. Donc, évidemment, il y a des défis là qui sont énormes et je pense qu'un travail qu'on a à faire comme enseignant, c'est de bien faire réaliser aux étudiants l'impact que ça a sur leur propre apprentissage, leur propre développement d'habilité que le fait d'utiliser ces outils-là. Parce que, comme Andréane le disait, il y a une décharge cognitive qui est inévitable. On n'y échappe pas. La question, c'est à quel point cette décharge-là, on peut la laisser, quelle ampleur on peut lui laisser prendre à cette décharge cognitive. Parce que moins les étudiants font d'efforts, moins les étudiants pratiquent certains apprentissages, moins ils seront en mesure de développer certains types de compétences. C'est très clair. Mais ça, pour ça, il faut que les professeurs aient ces discussions très rapidement avec les étudiants en début de cours pour bien placer les attentes. Mais ce que ça veut dire aussi en même temps, et en même temps les responsabiliser vis-à-vis cet usage-là. Et c'est clair pour moi que ce n'est pas non plus une attitude de punition et de police qui peut régler cette question-là. De toute façon, la détection fonctionne mal et il y a une illusion de la détection. Il y a une illusion de la détection. On pense qu'on est capable de détecter, mais en réalité, c'est loin d'être une réussite. Et même faire détecter par l'IA ce que l'IA a produit, ça a été documenté que dans la majorité des cas, l'IA se trompe. Oui, les taux de détection sont pas supérieurs que des taux aléatoires. Voilà. Donc, on ne peut pas se fier là-dessus. Ça ne sert à rien. Donc, ce qui devient à ce moment-là très important, du moins c'est quelque chose que nous, on mettait de l'avant, c'est important de maintenir un climat de confiance, de s'assurer d'un climat de confiance dans la classe. C'est-à-dire que les étudiants sentent qu'ils ont la confiance de leur professeur, ce qui ne veut pas dire de la naïveté non plus. Mais il faut être capable justement de mettre en place, d'avoir d'une part une attitude bienveillante parce que cette attitude-là, et ça c'est bien documenté, ça participe à la réussite des étudiants, à leur motivation, à leur engagement vis-à-vis du cours. Ça c'est documenté parce que ça l'a été avant les développements de l'IA. Donc ça, il ne faut jamais perdre ça de vue, ça contribue à la réussite. Donc il faut se donner la peine d'en discuter de ces questions-là, de s'en ouvrir très clairement avec les étudiants, de bien le voir. Et aussi, nous, ce qu'on mettait de l'avant aussi dans le rapport, mais ça rejoint aussi ce qu'Andréane disait, c'est la question de l'alignement pédagogique.
ça nous oblige à revenir aux fondamentaux de notre travail, ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple parce qu'on prend l'habitude de certains types d'évaluation, on prend l'habitude de certaines manières de faire, et là, malheureusement, il y a forcément une obligation de remettre ça à plat et de regarder qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui doit être modifié dans les façons d'évaluer, dans les façons de faire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit consacrer des périodes d'enseignement à du travail à ce moment-là aussi qui se fait en classe? Qu'est-ce qui doit être changé? Il n'y a pas de recette très claire à l'heure actuelle parce que justement, il y a des projets pilotes, il y a de l'expérimentation, des essais et erreurs qui se font. D'où la nécessité qu'on puisse mutualiser ces expériences-là. Je pense que dans une période de transition, le plus important est de s'assurer ou de faire en sorte qu'il ne revienne pas à chacun et chacune de bidouiller dans sa classe des trucs, essayer des trucs complètement nouveaux, mais d'avoir des formes de concertation qui permettent d'accélérer cette transition et de mieux savoir plus rapidement ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce que sont finalement les expériences qui ne donnent pas de bons résultats. Oui, il faut partager nos résultats. C'est fondamental à l'heure actuelle. Ouais, parce que moi, j'ai bidouillé dans mes classes. Je me suis amusée. C'est correct de le faire, mais on ne peut pas étudiants. s'attendre, ne s'en remettre qu'à ça dans l'ensemble du réseau collégial et dans l'ensemble du réseau universitaire. Ça ne fait pas de sens. Ben non, tout à fait. Puis, non. Mais en fait, moi, j'ai adopté des approches différentes dans 2 cours que je donne. Je donne 2 cours. Bon, le premier, rédaction administrative. Le deuxième, synthèse de documents. Vous devinez que c'est des cours qui sont assez directement touchés par l'IA générative. Premier cours, bon, rédaction administrative, j'ai donné champ libre à mes étudiants. Je leur ai permis de me produire un travail final, un rapport de recommandation qui valait 40% en utilisant l'IA s'ils le souhaitent. Évidemment, je leur ai donné des notions sur l'utilisation de l'IA dans le cours, je l'ai intégré dans ma matière. Puis aussi, il faut se défaire, parenthèse, il faut se défaire de ces idées-là, comme quoi c'est une solution magique ou clé en main, l'IA générative. C'est pas vrai que quand on pèse sur un bouton, il y a des textes de bonne qualité qui sont générés. Il faut travailler pour être capable de générer de la qualité. Ça va dans notre réflexion sur quelles consignes on envoie à la machine, quelles données est-ce qu'on envoie aussi dans la fenêtre de contexte, comment est-ce qu'on... Bon, il y a 1000 façons d'optimiser des grands modèles de langage. Donc, ce n'est pas un outil qui est facile à maîtriser, puis juste ça en soi, les étudiants, il faut qu'ils soient capables de le comprendre, de mobiliser ces outils-là au travail. Bon, puis la beauté de la chose, dans mon cours de rédaction, quand j'ai utilisé l'IA, je leur ai permis en fait d'utiliser l'IA, c'est qu'on se rend compte, même s'ils utilisent l'IA, il y a un continuum en termes de qualité de travaux. Il y a des étudiants qui produisent des travaux qui ne sont pas bons, puis il y en a d'autres qui sont capables de produire de la qualité. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis bon, dans un autre cours, synthèse de documents, là, j'ai décidé carrément que ce que je voulais évaluer en bout de ligne, c'était leur capacité humaine encore à produire une synthèse. Donc là, c'était papier-crayon dans un auditorium. Même si pendant la session, on avait vu des notions liées à l'IA puis comment ça pouvait transformer l'activité de synthèse, bien, en bout de ligne, ce que je voulais observer, c'était la capacité humaine à synthétiser. Est-ce que ça va changer à travers le temps? Dans les objectifs du cours, probablement. Mais bref, c'est ça, c'est important là, de ne pas tomber dans une logique binaire où on pense que c'est tellement facile de rédiger avec l'IA générative, c'est compliqué. Puis il faut l'apprendre à nos étudiants parce qu'ils auront à se débrouiller avec ça dans les années à venir. Merci Andréane, merci Luc. J'aimerais ça finir la partie débat avec la question du temps. Puisque finalement, ce que vous avez apporté, c'est des questionnements qui relèvent donc d'une période de transformation, une transformation qui doit être abordée à travers de l'exploration et de la réflexion, notamment sur le rôle, les compétences, les connaissances et les compétences qu'on doit mobiliser dans le cadre de notre enseignement. Mais ça ne se fait pas facilement. Ça ne se fera pas donc du jour au lendemain. Vous avez parlé d'essais-erreurs aussi, d'incertitudes. Donc, forcément, il y a une période
cette période-là de transition, elle doit donc être accompagnée de soutien et aussi d'impact sur la tâche professorale. Alors, j'aimerais ça vous entendre aussi sur comment permettre ce temps-là pour pouvoir justement aborder de manière, disons, avec confiance. On a parlé de confiance aussi. Il faut d'abord aussi que les professeurs soient confiants de cette utilisation-là en face des tests et le temps de maîtriser, en tout cas dans la mesure du possible, ces nouveaux outils-là pour être en mesure de pouvoir aussi les utiliser de façon adéquate dans un contexte d'apprentissage. Alors, j'aimerais ça vous entendre sur cette question-là. OK, oui, c'est effectivement extrêmement important. On le sait, on le voit, ça représente des défis pour le corps professoral, la nécessaire adaptation. Puis quand je dis la nécessaire adaptation, pour moi, ça ne veut pas dire la nécessité d'utiliser l'IA générative. Parce qu'on peut très bien comprendre que pour certains types de tâches, certains développements de certains types de compétences, ce n'est pas par là que ça doit passer. Parce que là aussi, ce n'est pas non plus un outil miracle, hein, clairement pas. Mais il y a une adaptation à faire parce que c'est là, ça existe et que ça peut être utilisé par des étudiants. Nous, on a beaucoup mis l'emphase dans le rapport sur des responsabilités partagées et des responsabilités qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur, des établissements d'enseignement et des professeurs, bien sûr, et des personnes étudiantes aussi. Il y a des responsabilités qui sont partagées là-dedans. Et une des recommandations phares qui était celle de notre rapport conjoint, c'était la création d'une instance nationale de concertation en enseignement supérieur pour les usages de l'intelligence artificielle. Ça a été d'ailleurs annoncé aussi dans une dernière infolette du SPUL. Hein. Le ministère de l'Enseignement supérieur a créé l'instance en question. Donc, ça existe. Hier, c'était la première rencontre d'ailleurs de cette instance. J'avais été invité avec Monique Brodeur, la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, à aller présenter notre rapport aux membres de cette instance, qui, à mon sens, est très représentative des différentes parties prenantes du milieu de l'éducation. Ils ont un gros mandat, un très gros mandat. Mais au moins, le point de départ est là, c'est-à-dire un travail de mutualisation, de permettre une accélération, hein, pour moi, de la connaissance, du transfert des expériences qui sont faites, de faciliter, parce que c'est quelque chose aussi qu'on demande au gouvernement, d'investir bien sûr davantage, de financer davantage la recherche pressante sur les effets concrets de ces usages sur les apprentissages et sur le développement des compétences. Ça suppose aussi en même temps davantage de soutien, puis on y insiste, hein, de soutien aux professeurs. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas s'attendre que tout un chacun devienne un spécialiste sur ces questions-là, et on n'a pas à le devenir non plus. Donc, il faut être appuyé, il faut être soutenu. Il y en a qui ont davantage d'habilité et d'intérêt pour ça que d'autres. Ce soutien-là, il est essentiel. On l'indique très clairement dans notre rapport et ça prend du temps pour apprivoiser ces nouvelles méthodes. On en est tout à fait conscient et ça veut dire aussi que ça prend des ressources professionnelles soutenues, des technopédagogues et autres, dont le travail, justement, sera de diffuser ces pratiques, d'outiller les professeurs quant à des méthodes, quant à des façons de faire qui sont susceptibles de bien rencontrer les types d'apprentissage et de développement de compétences que les professeurs souhaitent voir advenir pour leurs étudiants. C'est ça qui est important. Et ça doit se faire, et on insiste aussi beaucoup, bien sûr, dans le respect de l'autonomie professionnelle des enseignants. La liberté académique demeure fondamentale. Et ça aussi, c'est bien souligné. Donc, le travail qui est à faire est un travail de mutualisation des expertises, d'établissement de balises communes, mais en même temps qui ne soit pas à ce point contraignante qu'elle ne pourrait pas permettre certains types d'usages dans des milieux où ça peut être bénéfique si on constate que ça peut l'être. Encore une fois, il y a du travail, de la recherche qui doit être faite là-dessus. Donc, vous voyez un peu, c'est cet encadrement-là, cet environnement-là
qui nous semble important. Et cette question, encore une fois, du soutien à apporter pour le corps professoral, c'est absolument fondamental. On n'y échappe pas. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il faut commencer par nous-mêmes, explorer avec les outils, les comprendre, puis après, là, on pourra se permettre de les interdire ou non dans nos classes. Bon, c'est un travail inductif, hein, ça vient du terrain, on n'aura pas le choix. Puis, voilà, non, je pense que c'est important, là. Oui, ça va nous rajouter un poids sur les épaules. Bon, première étape, comprendre les outils. Deuxième étape, cartographier nos objectifs pédagogiques. Puis à ce moment-là, bien, on pourra parler un langage commun puis s'entendre sur des grands principes. Mais je pense que ça n'aura pas le choix de partir du terrain aussi. Et juste pour terminer, moi, je pense que des expérimentations que les professeurs pourraient vouloir faire, bon, il y en a qui en font à l'heure actuelle, qui modifient certaines manières d'évaluer. Pour moi, ça, je pense qu'il est important, c'est de se dire, c'est relativement temporaire. Au sens où, au fur et à mesure, justement, qu'on aura davantage d'études, qu'on comprendra mieux ce qui peut et ce qui donne de bons résultats et qu'on sera en mesure de le diffuser largement, bien, ça permettra aux uns et aux autres ensuite de revoir à nouveau leur propre modalité d'évaluation. Je pense qu'il faut voir ça, comment dirais-je, une bouchée à la fois. Mais être bien conscient qu'il y a un gros lunch qui s'en vient. Oui. Il est là. Et puis aussi, il va falloir, bon, là, on est dans notre petite bulle hermétique, enseignement supérieur, mais bientôt, ben, c'est les paliers primaires, secondaires, cégepiens là, qui vont nous imposer de réfléchir à ça en fonction de ce qu'eux auront décidé, là. Donc, ça ne va pas être évident. Il va falloir être flexible et agile et ouvert. Je vous remercie. J'aimerais ça vous passer la parole aux membres en fait du corps professoral. Est-ce que vous avez des questions justement pour qu'on puisse dialoguer et partager des expériences particulières? Oui. Bonjour, David Turcamonet du département de phytologie. Je suis un grand utilisateur de l'IA et j'enseigne l'IA aussi. Merci pour cette panel. Ce n'est pas débat, je l'appelle plutôt panel, parce que je n'ai pas vu aucun point entre vous. Peut-être que le débat va être avec le public. Je commence. J'étais un peu déçu parce que personne d'entre vous, vous avez pas mentionné que hier, il y avait un prix Nobel pour l'IA. Ça montre à quel niveau c'est important. Personne ne mentionnait ça. Deuxième chose, Caroline a commencé de dire que ChatGPT 2018, 2023, mais IA génératif a commencé dans les années 60 avec l'IA. On est très en retard. J'ai entendu plusieurs fois cognitive, pensée critique, X, Y, Z. Mais l'IA cognitive, ça s'en vient, peut-être cette année. Qu'est-ce qu'on va penser pour ça? Est-ce qu'on attend encore quelques années après ça? Ah, wow, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on va... Il faut qu'on commence à penser maintenant, pas 10 ans après. Merci. Ben, en fait, moi, je ne peux pas penser à tout non plus. C'est difficile, puis il est là aussi la beauté, c'est qu'on a un mariage d'expertise, on a des niveaux différents d'approche, il y a des problématiques qui sont plus macro, il y a des problématiques qui sont plus technocentrées, il y a des problématiques qui sont plus pédagogiques. On ne peut pas tout faire, mais je suis d'accord avec vous, tout à fait, l'IA cognitive s'en vient. Une étape à la fois, sinon on angoisse. C'est peut-être ça, hein? Bon. J'ai un enfant malade à la maison, je sais très bien que si on voit trop loin, on panique. Donc moi, je me dis, ben, peut-être que je vais procéder de la même façon dans ma carrière professorale, une étape à la fois, puis on se réoriente au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, ce que j'ajouterais aussi là-dessus, c'est que, bon, oui, concernant le prix Nobel, faites bien de le souligner, hein, je pense qu'on a probablement tous vu ça hier, ça indique assez l'importance de ces développements-là.
moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on y est, c'est-à-dire on y est très attentif et il y a du travail qui se fait. Maintenant, selon les disciplines, selon les préoccupations des uns et des autres, la temporalité n'est pas la même et ne peut pas être la même. Ça, je pense il faut bien s'en rendre compte aussi. L'urgence de l'usage n'est pas la même pour tous et pour toutes, ni de la même façon. L'attitude qui a été prise, la position qui a été prise dans le rapport qu'on a produit avec le Conseil supérieur de l'éducation, c'est éviter à la fois une posture technophile et éviter une posture technophobe. On n'est ni dans le catastrophisme, ni dans la louange à tout prix, que c'est donc extraordinaire. L'idée étant, est-ce qu'on peut garder une approche raisonnée, réfléchie, et se donner la peine, donc, de voir, oui, on sait que c'est là, on ne peut pas y échapper. Maintenant, ce qu'on en fait, se donner la peine de le faire de manière réfléchie et tout de même un peu prudente. Pour nous, ça apparaissait essentiel. Mais encore là, je rappelle, la temporalité des usages n'est pas la même selon les disciplines, les compétences qu'on cherche à développer, et c'est variable. Mm-hmm. Merci pour ce très bel exposé. Moi, je viens de la faculté de médecine et j'utilise à toute fin pratique pas, ou si je l'utilise, je ne m'en rends pas trop compte de l'IA. Mais vous avez dit beaucoup de choses et puis des choses qui m'ont fortement interpellé. Puis je vais essayer d'y aller avec une image. Vous avez dit que veut-on donner à l'IA? Puis ça m'a fait penser à la photo argentique et la photographie numérique. Quand on était en photographie argentique, on pensait sensibilité, temps d'exposition, tout ça en fonction de la lumière. Puis on calculait nos nombres de photos parce qu'on avait un film avec 36 ou 18 et puis ça coûtait cher après ça pour développer. Quand il est arrivé de numérique, c'était clic, 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 clic. Qu'est-ce qu'on veut donner à l'IA? Ça m'a fait penser à ça. Je n'ai pas la réponse, mais ça m'a fait penser à ça. Une autre chose que vous avez dit, c'était qu'il fallait peut-être réfléchir à la notion de plagiat. Là, je me suis dit, du plagiat, c'est du plagiat. Puis je ne sais pas si vous connaissez Hervé Maisonneuve, qui est un médecin français qui a un blog, qui est un spécialiste de la rédaction médicale, qui a un blog Éthique et intégrité. Si vous le connaissez, ben, je vous invite à aller voir et puis vous irez voir qu'est-ce qu'il dit à propos du plagiat, puis de tout ce qui s'est passé en France là, depuis les années 2000, principalement à Marseille, etc. Moi, c'est quelqu'un que je connais bien et que je suis. Ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est M. Bégin qui en a fait allusion. Il y a eu la création de cette instance. Et là, ça m'a dit ceci, c'est qu'il faudrait que ça descende, puis vous le dites, il faut que ça descende sur le terrain. Parce que c'est les profs, c'est ceux qui travaillent avec ça au quotidien, qui ont à réfléchir à ça. Puis quand ça part d'en haut, puis ça reste là, puis qu'on nous dit, ben utilisez-le. Puis un autre exemple, c'est la science ouverte. Tout le monde veut qu'on l'utilise, mais on ne sait pas trop comment le faire. Ça fait que les actions terrain sont importantes. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et puis merci, hein, j'ai beaucoup appris, entre autres sur l'intelligence générative. Je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Maintenant, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Merci. Un petit commentaire. Merci beaucoup. Ça me fait penser au tout début, ce que vous avez mentionné sur les usages et tout. Je pense que ça vaut la peine d'être souligné aussi. Il y a un impact environnemental énorme à l'usage des IA génératives. On sait qu'approximativement, hein, la production d'une image, ben, c'est une charge de votre téléphone cellulaire. Une charge pour produire une image. Ça donne une idée, là, grosso modo, de ce que ça. Il y a des réflexions là-dessus. En passant, parce que j'en profite aussi pour placer nos produits, nous avons un avis à la commission éthique, sciences et technologies qui paraîtra la semaine prochaine sur les usages justement du numérique et la question de la sobriété, l'impact environnemental du numérique et la sobriété numérique, justement. Bon, mais
mis à part cela, je voudrais dire aussi sur la question de l'instance qui vient d'être créée. Je n'en fais pas partie. On y était hier pour présenter notre rapport. Mais quand je regarde les gens qui y sont et le mandat qui est celui de l'instance, ce n'est pas une question de faire descendre, ce sera bien une question de faire monter, d'assurer l'horizontalité et d'assurer aussi que ce qui monte redescend et qu'il y ait essentiellement le plus grand partage possible d'informations. L'idée est vraiment en tout cas, ce qu'on a mis de l'avant, et je pense que c'est clairement ce qui a été retenu, c'est de mettre en commun les expertises et favoriser le dialogue sur ces questions de manière justement à accélérer le processus des meilleurs usages possibles et de savoir aussi quand ça vaut ou pas d'utiliser, de façon à ce qu'on ne soit pas constamment ici, ailleurs, dans une autre université, dans un autre collège, à refaire les mêmes choses, à expérimenter les mêmes choses, mais sans savoir que les uns et les autres le faisons et sans savoir les résultats que ça donne par ailleurs. Donc, l'idée est vraiment celle-là, de permettre cette diffusion la plus large possible et cette mutualisation la plus importante possible. Réussiront-ils? Je ne le sais pas. Moi, j'ai peut-être un mot par rapport à ce que vous avez dit au sujet de l'intégrité académique ou le plagiat. Moi, un étudiant m'arrive avec une citation de ChatGPT ou d'un modèle de langage dans son travail. Je vais dire bravo, tu as eu un réflexe éthique. Mais la citation en soi, elle ne vaut rien. Il y a une composante aléatoire dans les grands modèles de langage qui fait en sorte qu'on ne peut même pas retracer l'information qui a été générée. Donc, tout ce qui relève de la retraçabilité des contenus, c'est nul. Puis, on peut faire dire n'importe quoi à un grand modèle de langage. On peut modifier les instructions système, on peut le prompter de différentes façons. Tout dépend du contexte qu'on donne à la machine. Donc, en termes de fiabilité de l'information, les modèles aussi, ils peuvent halluciner. Donc, ils ne sont pas parfaits. C'est nul, ça aussi. Donc, c'est ça que je veux dire quand il va y avoir une modification là, éventuellement là, de notre rapport à l'information puis notre conception de l'intégrité académique, du plagiat. On ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'on connaît actuellement par rapport à ces nouvelles façons-là de procéder. Moi, mes étudiants, quand ils l'utilisent seulement pour faire un travail sur la forme, quand ils modifient la structure de leurs idées, quand ils font des modifications stylistiques, mais que le message demeure le même, quand ils procèdent d'une façon hybride, puis là, qu'ils vont en fonction, une petite partie de rapport rédigé de façon humaine, une autre avec l'aide d'un modèle de langage, ils font quand même une production intellectuelle, hein. Même s'il y a certaines parties du texte qui est généré automatiquement, il y a un travail humain qui est fait. Puis c'est ça qui m'embête un peu. Là. On ne peut pas dire non automatiquement parce que c'est généré par un engin, c'est du plagiat. C'est plus compliqué que ça, à mes yeux, du moins, à mes yeux de rédactrice, qui est mon domaine. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Manon Niquette. J'enseigne au département d'information et de communication. Ben oui, à l'Université Laval. Oui, c'est ça. Moi, mon commentaire et ma question a trait plus au fait que c'est une réunion syndicale avec le SPUL. Parce que ce dont vous avez parlé, ben moi, je l'ai entendu, mais d'autres manières, au service de développement professionnel. Et puis, si je viens aussi c'est pour avoir un son de cloche syndical sur les conséquences, les répercussions de l'IA sur notre enseignement. Effectivement, il y a plusieurs types d'enseignement. Et on a été beaucoup poussés ces dernières années à faire de l'enseignement à distance. Alors, vous nous parlez de créer un climat de confiance avec la classe. Moi, je n'ai plus de classe. Et ça fait longtemps, parce que même avant qu'on fasse l'enseignement à distance, quand on donne des cours de première année, je pouvais avoir 300 étudiants dans ma classe. Je disais, je fais de l'enseignement à distance, vous êtes tellement loin. Alors, on est dans un contexte de déshumanisation de l'enseignement. Et cette déshumanisation-là, elle est encore plus poussée par les cours à distance, parce que je n'interviens pas oralement avec les gens. Là. Je peux avoir encore 300 étudiants à distance, et pour pouvoir construire un cours à distance, j'ai dû écrire des textes, monter des textes en fonction d'objectifs d'enseignement. Et quand je fais de la correction, je ne fais pas de la correction,
je fais de la formation d'une armée de correcteurs que je supervise avec des outils que j'ai écrits, que j'ai montés, que j'ai fabriqués pour former, pour faire des ajustements avec les correcteurs. Là, ce que ça représente, c'est de repenser des objectifs. Puis les objectifs au premier niveau, là, dans la grille de Bloom, je suis en première année. Et j'ai beaucoup, je dirais 20% sont analphabètes dans mon cours. Alors, c'est de repenser les objectifs, mais c'est de réécrire le cours, repenser des évaluations standardisées. Parce que moi, à cause que je forme session après session et que j'ai du mal à trouver du personnel aussi compétent pour corriger, alors ce qui me demande encore plus de travail de supervision, d'encadrement, de formation, de standardisation du travail. Alors, je ne suis pas du tout là, dans une optique de personnaliser, créer du climat, d'être flexible. Ça ne fonctionne pas. Alors, si on veut que je fasse le travail d'être plus flexible, de créer un climat de confiance, bien, qu'on me donne la possibilité d'enseigner à une classe avec un nombre raisonnable. Et là, ben, ce n'est pas juste un partage d'informations entre les différents paliers, c'est un partage de ressources financières qu'on n'a pas. Alors, il y a une relation de pouvoir aussi à établir là-dedans. Si on veut qu'on donne un enseignement de qualité, bien, il faut envoyer des signaux clairs, faire de la pression aussi dans ce contexte-là. Merci. Merci beaucoup. Si je peux peut-être me permettre, compte tenu que vous avez interpellé plus la dimension syndicale, en fait, justement, le rôle de ces midi-débats-là, c'est de faire émerger ce type de préoccupation-là. C'est pas un reproche, là, c'est juste... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire émerger puis d'être concrètement, en fait, dans toute la question sur la tâche professorale. Quels impacts ça a et comment ça transforme l'enseignement? C'est de la documentation qu'on doit... en fait, c'est des informations qu'on doit se partager. Ça renvoie un peu aussi à ce qu'on a dit, c'est dire actuellement, c'est important d'avoir des instances, des moments où on va partager ces expériences-là parce que c'est par ce partage-là qu'on prend connaissance de certains écueils ou de certaines situations qui mènent parfois à ce que vous avez appelé la déshumanisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, merci pour votre commentaire. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette question. Très rapidement, juste un point. Bien, merci, parce qu'effectivement, la question des cours à distance elle est forcément porteuse d'un ensemble d'enjeux qui ont à être pris très sérieusement en considération. Et je pense que ce serait quelque chose, effectivement, d'intéressant à faire valoir le plus possible dans tout ce qui concerne les échanges avec ces structures qui ont à s'intéresser à ce qui peut être fait. Et quand je parle de ces structures-là, c'est que je reviens à la question des soutiens. Je l'ai mentionné, j'y insiste, et on a des recommandations dans le rapport qui vont clairement, qui sont très claires à cet effet. Il faut que des soutiens très sérieux soient accordés, mis en place, pour que le corps professoral soit capable de traverser cette période au mieux et avec les meilleurs résultats possibles. Mais cette question spécifique des cours à distance, j'avoue que je l'avais un peu en angle mort et c'est drôlement important. Ce que je peux dire en ad-hoc, là, que le soutien... Le soutien qu'on reçoit, là, qui est plein de bonne volonté, puis qui est excellent du service de développement professionnel, bien, c'est toujours en fonction de petits groupes, puis presque de deuxième, troisième cycle. Fait que j'aimerais ça avoir du soutien pour des groupes de première année. Puis surtout qu'on a, nous, nos étudiants, là, il y en a qui s'inscrivent puis ont juste des cours en ligne parce que les cours en classe ne se donnent pas. Ils arrivent en première année d'université dans un contexte comme ça où on leur fait des PowerPoint puis des mini-tests puis des... Je pense que c'est un appel assez clair à une action éventuelle du syndicat quant à la façon. Bon, je blague un peu, c'est pas à moi de me superposer. Et d'ailleurs, la présidente va venir se prononcer là-dessus. Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène Pazot, professeure à la faculté de philosophie. Bon, les réflexions que vous faites sont intéressantes, mais j'ai vraiment l'impression des fois de subir un outil technique
Et d'autant plus que là récemment, les professeurs ont reçu un avis comme quoi nous avions maintenant copilote de l'IA générative qui nous accompagne partout dès qu'on rentre dans mon portail, etc. Et là, la question que je me pose, c'est quand même, il y a des enjeux économiques qui sont énormes ici, puis on n'en a pas parlé. Puis c'est comme si on subissait en quelque sorte des normes extérieures dont les finalités, en tout cas, moi, me posent de sérieuses questions, puisqu'elles interrogent vraiment la façon dont on enseigne. Et ce qui est fascinant, en tout cas, c'est qu'il n'y a pratiquement pas un professeur qui a exactement le même type de cours, le même type de classe. Alors, est-ce qu'il faut, puis c'est peut-être une question, là, peut-être pour Luc, est-ce qu'il n'y a pas quand même des questions d'uniformisation à avoir en termes de, justement, format de classe, des vraies discussions sur les cours en ligne, les vraies discussions sur... Est-ce que finalement, l'IA n'est pas un moyen d'interroger notre rapport à la connaissance aussi? Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, moi, a attiré mon attention sur le problème de la vérité. Est-ce qu'il y a encore une vérité? Je veux dire, si on commence à utiliser l'IA conversationnelle, moi, je suis désolée, mais je me pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont vraies qu'on doit apprendre à nos étudiants si cette IA permet de fabuler, d'inventer moi, je trouve ça très déstabilisant. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on doit tout le temps subir cette technologie qui nous est imposée et être les cobayes? Parce qu'on n'arrête pas de parler d'expérimentation. Alors, comment réagir? Est-ce que finalement, toujours de s'adapter, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? En tout cas, moi, voilà. Merci, je comprends bien. Je ne sais pas si tu préfères réagir en premier. Non, ben moi, ça rejoint aussi toute la réflexion sur l'agentivité qu'on a là-dedans. Est-ce qu'on peut vraiment... Parce que je ne veux pas non plus donner l'impression que j'ai un discours très déterministe là, en termes de technologie. Là. Je pense qu'on conserve des choix quand même par rapport à notre utilisation de ces outils-là. Bon, moi, je prends encore mes notes à la main. J'enseigne à mes étudiants la prise de notes manuelles parce que je considère que sur le plan cognitif, sur le plan de la mémorisation des contenus, ça a des avantages. Puis on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, avec le numérique, avec, bon... j'ai pas de présence sur les réseaux sociaux. J'ai décidé que je voulais pas être là-dessus, même si, bon, je trouve que ça réveille le lait chez l'humain. Bon. L'IA générative, on a le choix aussi de l'adopter ou non, mais il faut quand même reconnaître qu'en termes de technologie, elle est assez fondamentalement transformative. Il y a plusieurs experts qui la comparent à l'électricité ou encore plus largement au numérique. Ça reste à voir si ce sera le cas, mais j'ai l'impression que justement, elle va s'invisibiliser, puis qu'on va la normaliser. Puis en fait, par rapport aussi à toute la question des biais, bon, la vérité, est-ce que la vérité existe? L'IA générative, elle est biaisée, mais qu'est-ce qui ne l'est pas biaisée? Nos collègues sont biaisés. Non, mais je fais juste, je ne veux pas provoquer non plus de débat. Puis Luc, je vais te laisser aussi. Bon. Bon, en histoire, on est un peu toqué sur la vérification des sources puis la réflexion sur leur validité, leur fiabilité et autres, mais des biais, il y en a partout. Puis moi, déjà, à mes étudiants, je leur enseigne à détecter les biais dans les livres, dans la technologie, les interfaces. Il y a des biais qui ont été engrammés par les concepteurs. Il y a des... Bon... il y en a des biais aussi dans l'IA générative. Là, est-ce que c'est la dose qui fait le poison? Je ne le sais pas. Ça m'inquiète aussi un petit peu, honnêtement. Puis je m'inquiète aussi d'une perte de motivation par rapport à la lecture des contenus écrits qui nous entourent. Est-ce qu'on va devenir cynique? Est-ce qu'on va perdre l'attention sur de longs textes soutenus? Déjà qu'on est dans une économie de l'attention assez intense qui prend de l'ampleur. Est-ce que le fait de pouvoir modifier à notre guise les contenus informationnels, ça va faire en sorte que les étudiants vont plus prendre le temps de lire qu'est-ce qu'on leur donne comme information? On passe ça dans la moulinette, puis on a une petite synthèse et voilà. Ça m'inquiète aussi, honnêtement.
il y a des limites aux outils, il y a des risques de dérape, mais il y a aussi du bon. C'est ça qui est étonnant un peu. C'est assez neutre, je pense, comme peut-être pas non plus. Ah, Luc, vite. C'est des grandes questions, évidemment, puis c'est des questions drôlement pertinentes et importantes. On rappelait dans notre rapport que si intégration de l'IA générative il y a, elle ne doit pas s'imposer au nom d'impératifs économiques. Très clair. Bon, maintenant, le poids que ça a, on comprendra, hein? On est là pour conseiller, on est loin d'être décisionnel, c'est assez évident. Mais cette dimension-là, elle est très importante et je pense que ça a fait sourciller bien des gens aussi de voir Copilote arriver comme ça. Il y a des frais à ça. On le voit aussi à l'heure actuelle parce que la réflexion se fait présentement et elle est très avancée. Puis là, je ne trahis pas là, des confidences, mais dans l'administration publique québécoise, sur les usages qui seront faits de l'IA générative. Et ces usages-là entraînent forcément des coûts. Parce que forcément, ce sont des groupes qui ont des intérêts économiques à ce que ces types de technologies soient utilisés, largement répandus, avec tous les bénéfices que ça leur rapporte, ne serait-ce qu'en termes d'accumulation de données potentielles. Donc, il y a tous ces enjeux-là, bien sûr, qui ont à être balisés, à être réglementés. On est au balbutiement de cette histoire-là. Il faut y aller rapidement, le plus rapidement possible, pour contrer certains coûts. Mais c'est très clair qu'il y a un jeu là d'intérêt économique extrêmement important qui se déploie. En même temps, c'est là dans l'espace public. Donc, subir, je dis oui, forcément. Je pense qu'il y a quelque chose d'inévitable au sens où c'est là, c'est dans l'espace public, ça déborde de beaucoup ce que des regroupements universitaires peuvent faire. Les étudiants, les étudiantes ont accès à ces outils-là, qu'on le veuille ou non. Donc maintenant, ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça qui devient essentiel. On peut trouver que c'est malheureux, mais je pense qu'on n'y échappe pas. L'uniformisation, tu le poses comme question, est-ce qu'on devrait en arriver à une uniformisation? Peut-être pour certaines choses. Moi, je suis davantage dans une perspective de balise que d'uniformisation. Je ne suis pas sûr qu'on peut uniformiser. À quel point on peut? Mais là, il faudrait voir dans le détail. Est-ce que ça concerne, par exemple, justement les cours à distance? Qu'il y a des limitations qui sont introduites là sur le nombre, sur la façon, sur les usages qui en sont faits? Peut-être qu'il y a de l'uniformisation qui pourrait se faire, mais mon impression, c'est que les besoins sont tellement différents selon les disciplines, les réalités sont tellement différentes que je ne suis pas certain que quelque chose comme ça soit vraiment possible. Mais bon, c'est ouvert pour moi, là. Je n'ai pas d'opinion arrêtée. Il nous resterait 2 questions, puis on a encore un peu de temps. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes, donc je vais passer la parole à... Merci beaucoup. Oui, on entend bien. Jonathan Chevrier, au département d'éducation physique. D'abord, merci beaucoup pour la discussion. Puis, j'adore quand vous dites qu'on a besoin d'individualisation selon nos disciplines. Comme professeur, mon travail, qui est dans une profession d'interaction, on a des enseignants avec des jeunes, puis on veut faire en sorte que ces enseignants-là développent des compétences pour tisser un lien affectif, émotionnel, cognitif assez fort pour permettre à l'enfant de sortir puis vouloir faire autre chose que jouer avec l'intelligence artificielle parmi d'autres choses. Donc, à ce moment-là, puis je le ramène à notre rôle de professeur, par rapport au SPUL, c'est dans ma perspective ici, puis la question que j'ai, c'est à qui ça appartient de décider, c'est-à-dire, je suis dans une institution universitaire, une des plus grandes francophones canadiennes, on veut innover, on met ça de l'avant, on est fiers de ça, puis ensuite, je suis dans un département avec ma position de professeur, puis voici ce que je dois enseigner, puis avec les collègues, on en discute, mais nous, on parlait de temporalité qui est différente, mais on n'est pas rendu là, puis on a tellement de choses d'autres qui, à notre sens, fait plus de sens de consacrer de temps pour former de bons étudiants de premier cycle, parce que ça aussi, on en a discuté, que, OK, mais c'est-tu à nous de lever la main puis de dire, hey, regardez, nous, l'IA, on est d'accord avec tout ce que vous avez dit là, mais dans ce cas particulier de formation initiale au premier cycle où
les finalités de notre professionnel qui sort, ce n'est pas d'utiliser ça auprès de ces jeunes parce que, pour plein de raisons, ben, est-ce qu'on peut lever la main et dire hey, regardez, nous, vous pouvez sauver de l'argent, là, on n'a pas besoin de copilote pour l'enseignement. On va le prendre pour la recherche, là, parce que ça va être vraiment utile. Mais donc, vous voyez un peu, j'essaie d'avoir une réponse de OK, si on veut avancer, puis cesser d'avoir toutes les idées, puis dire bon, ben parfait, en 2025, nous, on se fait des réunions départementales, puis on met l'IA à l'agenda pour arriver en 2026, puis dire bonjour, Madame la rectrice, voici ce qu'on en fait, nous, de l'IA dans notre département. On peut-tu faire ça? Comment ça fonctionne? Fait que là, je suis vraiment plus dans quelque chose de terrain, puis on parlait de balises. Est-ce que nous, on a une politique de l'utilisation de l'IA du département d'éducation physique et à la santé? Arrangez-vous avec ça. Bon, en tout cas, pour nous, ce qui est très clair, c'est que les personnes enseignantes sont les mieux placées, puis là, je le lis directement dans le rapport, hein, pour déterminer les conditions dans lesquelles l'emploi de l'IA générative peut ou non être bénéfique. Personne enseignante d'en décider. Maintenant, le fait, évidemment, que des décisions soient prises au niveau donc, de la direction de l'université, d'acheter des licences pour l'ensemble du corps professoral. Là, maintenant, comment les interventions peuvent être faites? Je pense qu'il y a des interventions qui peuvent, à certains égards, relever du syndicat. Il y a des interventions qui peuvent relever des facultés, des départements. C'est variable. Il s'agit de voir. Mais il est certain qu'en bout de ligne, c'est vous, comme professeur, et aussi, bien sûr, autant que possible, en collaboration avec vos collègues de votre département, parce que plus il y a de cohésion, mieux c'est sur ces questions-là, mais c'est à vous de déterminer ça vaut pas, on en fait quoi, et quels sont les usages qui pourraient être vraiment bénéfiques dans la perspective que nous avons des compétences qui sont requises pour nos étudiants ou qui ne le sont pas. Mais ça vous appartient. Et ça doit continuer de vous appartenir. Ça, je pense que c'est fondamental. Oui. Puis il y a aussi ce qu'on choisit d'en faire d'une façon pédagogique pour nos étudiants, étudiantes, mais il y a aussi ce qu'on choisit d'en faire, nous, pour nous aider dans notre travail au quotidien. Donc, peut-être que Copilote, oui, est disponible à tout le monde, mais dans une perspective, je ne sais pas, dans la perspective qu'on pourrait, si on le souhaite, l'utiliser pour nous aider au travail, mais qu'on n'est pas nécessairement tenu de le faire. Mais bref, ce n'est pas parce qu'on l'utilise, nous, dans notre travail quotidien, qu'on doit nécessairement l'intégrer à notre cursus, puis à viser à développer là, des objectifs par rapport à ça chez nos étudiants. Oui, ben en fait, je reconnais très bien la pertinence du débat puis l'enjeu qui se pose à court et moyen terme autour de l'intelligence artificielle. J'ai un peu une inquiétude quant à la manière dont, je parle de mon point de vue, je suis en sociologie, je suis en sciences sociales, dans la manière dont on en parle avec nos étudiants. J'ai assez passé de temps avec ChatGPT, avec Copilot, puis maintenant avec Notebook pour avoir une petite idée du genre de produit que ça fait. ChatGPT, c'est vraiment pas fantastique. Non, mais je veux dire, moi, j'ai toujours j'ai essayé de lui faire monter mes cours, les travaux de mes étudiants, j'essaie de les faire générer par ChatGPT. C'est pas, je veux dire, c'est vide, c'est incohérent. Puis je pense qu'il y a je veux dire, il y a ça, il y a la qualité du matériel produit qui est à prendre en compte. On peut espérer que ça va s'améliorer. C'est à voir, mais je pense qu'il y a ça qu'il faut garder à l'œil quand même, dans l'immédiat, pas venir glorifier le truc, parce que, je veux dire, pour le moment, pour aller chercher de l'information, Wikipédia est mieux que ChatGPT, à mon humble avis. Puis sinon, autre élément pour rebondir sur ce que Manon disait tout à l'heure, moi, je me méfie de toute espèce d'idée qui pourrait arriver d'en haut, de venir faire produire du contenu ou de la correction par l'intelligence artificielle. Je peux très, très bien voir ça arriver. J'ai gardé en tête une lettre ouverte qui est parue dans Le Devoir il y a quelques mois avec une équipe de chercheurs qui nous disait exactement ça, que pour les domaines d'enseignement où il manque de compétences, ben, l'intelligence artificielle va permettre de produire du contenu puis d'outiller les gens. Je pense qu'il y a... Oui, c'est ce que j'en avais pensé. Je pense qu'il faut se méfier aussi d'un point de vue éventuellement plus syndical de voir cette instrumentalisation-là de la chose arriver. C'est peut-être un peu paranoïaque, mais je pense que c'est peut-être pas exagéré dans le contexte. Simplement dire, en tout cas,
ce que j'en comprends à l'heure actuelle, il n'y a pas de risque de substitution des tâches professorales à court terme, ni probablement à moyen terme, par ces outils-là. Mais bon, ce que j'en connais et ce qu'on m'en a dit, du moins les gens qui y travaillent à l'heure actuelle, mais ça reste à voir, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec la discussion, puis je trouve que c'est des points pertinents. Par rapport à la qualité des outils, c'est ça la beauté de la chose. Elle va changer. En fait, là, les experts, ce qu'ils disent, c'est qu'on va aller vers des plus petits modèles de langage qui sont spécialisés avec des données d'entraînement dans différents domaines, en médecine, en droit, en finance et autres. Il va y avoir une adaptation de plus en plus facile de ces modèles de langage-là par rapport à nous, notre domaine, par rapport aux données qu'on décide d'utiliser pour optimiser les engins. Il y a tout un apprentissage aussi à faire en fonction de quel contexte on donne aux grands modèles de langage, comment on formule nos consignes, par quelle stratégie on parvient à nos moyens à générer des contenus qui sont de meilleure qualité, qui sont peut-être un peu plus fiables aussi. Ça va se développer. Là. Je pense qu'on ne peut pas se fier par rapport aux capacités présentes de ChatGPT non plus pour réfléchir à cette question. C'est tout un écosystème aussi de plugins, d'applications, puis il y a tout un écosystème autour de différents... on connaît ChatGPT qui nous permet d'interagir avec les modèles d'OpenAI, mais des grands modèles de langage, il y en a des dizaines et des dizaines, puis ça va seulement se développer avec le temps. Peut-être juste une petite dernière question avant de terminer. Bonjour, une petite dernière. Thierry Watine, je suis professeur titulaire au département d'information et communication. Je salue mes collègues ici présents. Je m'intéresse à l'IA depuis 7 ans, mais c'est devenu le phénomène depuis ChatGPT, novembre. Moi, je pense qu'il faut que le plaisir soit supérieur à la souffrance avec la technologie. On a eu le tour avec Internet. Il y a 30 ans, c'était les mêmes questions, c'était les mêmes angoisses, c'était les mêmes préconisations de prudence. Oui, la prudence, mais expérimentons, je crois que vous l'avez très bien dit, il ne faut pas se priver d'essayer la bestiole. Moi, je pense qu'il faut bidouiller un peu. On n'est pas rendu à la mutualisation, pardon. Ça va devoir se faire. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant un peu, tout en se donnant, oui, des garde-fous. Moi, je suis un passionné de moto. Avec l'âge, je suis de plus en plus prudent. Avec l'IA, c'est le contraire. Je veux y aller plus vite pour comprendre. Et puis, effectivement, on va se casser la gueule de temps en temps. Est-ce que c'est si grave? Et donc, moi, je pense que l'IA, oui, ça nous bouscule. Et moi, je suis à la veille de ma retraite, là. J'ai décidé de me redonner 5 ans de plus, juste à cause de l'IA, parce que j'aimerais savoir jusqu'où ça va nous bousculer, jusqu'où ça va transformer notre pratique. Et alors, on me dit, ChatGPT hallucine. Je réponds souvent, c'est vrai que les humains n'hallucinent jamais. Ils n'hallucinent pas, les humains. On dit que l'IA a des biais. C'est vrai que les humains n'ont pas de biais. Donc, attention de ne pas diaboliser trop vite les outils qui ont des limites, mais qui, en même temps, et moi j'utilise l'IA dans mes cours, je demande aux étudiants d'utiliser l'IA, et ça a quand même des résultats intéressants. En tout cas, ça ouvre le débat, et je pense qu'il va falloir garder cette attitude un petit peu d'ouverture, parce qu'effectivement, on ne remettra pas le génie dans la bouteille, on est parti pour vivre avec l'IA. En tout cas, merci de vos interventions très, très instructives. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure autour de ça. En fait, on est vraiment un peu plus serré dans le temps. Je tiens à remercier nos 2 panélistes conférenciers qui ont su vraiment habilement nous initier dans certains cas, même aussi nous faire poser des questions dans d'autres cas, notamment nous permettre de dialoguer. En fait, l'objectif de ce midi-débat-là, c'était d'abord d'initier la discussion autour de ce qu'on maîtrise ou ce qu'on ne maîtrise pas encore suffisamment selon les secteurs d'activité,
d'essayer de parler de manière de façon plus plurielle aussi des préoccupations concernant l'intelligence artificielle, puisque de toute façon, on comprend bien que selon les disciplines, selon les perspectives, les enjeux seront différents, mais surtout aussi de montrer qu'on a besoin de temps pour pouvoir l'apprivoiser, de temps aussi pour se donner la confiance nécessaire, mais pas tout en étant aussi, je garde le mot de méfiance aussi, donc en étant pas naïf par rapport à l'introduction de ces nouvelles technologies-là, de voir que c'est un outil aussi, et qu'un outil, en fait, on peut ou pas l'utiliser selon les besoins qu'on a. Donc, je pense que aussi, ça, c'est des aspects qu'on a comme mis en lumière. On pourrait en parler amplement. Il y a des choses intéressantes. La question de l'enseignement en ligne, c'est peut-être un angle mort qu'on avait aussi peu abordé. L'uniformisation potentielle aussi de l'enseignement ou de nos enseignements, c'est des préoccupations qu'on peut avoir, mais c'est clair que pour le SPUL, je vais parler peut-être plus au nom du comité exécutif, ce sont des préoccupations qu'on essaie de rassembler pour commencer, pour ensuite se faire une tête d'une certaine manière, comprendre comment ça transforme nos pratiques d'enseignement. Et c'est clair qu'on va poursuivre la discussion sur la recherche, sur les tâches administratives, puis plus largement, éventuellement, comment ça transforme notre rapport au monde, puis à la connaissance. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce précieux moment qu'on a pu passer ensemble. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je remercie chaleureusement Luc Bégin et Andréane Fortin pour s'être prêtés au jeu de cette discussion qui a été fort passionnante. Merci beaucoup. Beaucoup de choses.